Merci beaucoup Cyril, merci Jean-Baptiste Houdin et puis toutes les personnes au siège, bien sûr, pour cette passation. On va en effet échanger ensemble pendant cette matinée sur les conséquences du Covid sur l'économie sociale et solidaire après presque 2 ans de pandémie. On va faire un état des lieux, si vous le voulez bien, de la situation, des pratiques, des problématiques qui sont rencontrées aujourd'hui. La CRES a fait un travail très complet autour des données de l'URSSAF et de l'INSEE pour comprendre comment évolue l'emploi dans le secteur. Lorraine Pastio, qui est avec nous présentera l'analyse de ces chiffres, qui, vous allez le voir, est assez pertinente, cette analyse sur la situation aujourd'hui dans l'ESS. Ça nous permettra de comprendre et ça vous permettra de comprendre les disparités aussi qui existent entre les différents secteurs d'activité ou les différentes formes de structure. L'emploi, c'est peut-être ce qui a guidé les plus grandes décisions politiques de ces 2 dernières années, quoi qu'il en coûte. Préserver l'emploi, ça a plutôt bien fonctionné, en croire les chiffres du chômage en France, le chômage partiel notamment, on va sûrement en parler, a permis de mettre entre parenthèses un certain nombre de charges, et notamment les charges du travail. Qu'en est-il encore aujourd'hui dans l'ESS? Est-ce qu'on va vers un retour à la normale là? Comment sentez-vous la situation? On se posera évidemment la question. Mais au-delà du quantitatif, la crise a rebattu les cartes de la relation qu'on entretient tous avec le travail et de la relation de subordination aussi entre l'employeur et le salarié. Est-ce que c'est au profit des métiers de l'économie sociale et solidaire? Ça, c'est une bonne question aussi. Quelles sont les contraintes que rencontrent aujourd'hui les structures de l'ESS, les structures, mais aussi les salariés au quotidien, ceux que vous rencontrez d'ailleurs tout au long de l'année, pour ceux qui sont sur le terrain? Les salariés dans leur mission et quelle est la situation du recrutement également. Il y a beaucoup de questions à se poser évidemment, c'est l'objet de cette table ronde. On fera un focus sur les secteurs du médico-social, du tourisme social et solidaire et sur les associations et notamment les associations employeuses. On est ensemble jusqu'à 11 heures ce matin. Je vous présente les différentes personnes que vous voyez à l'écran et qui vont donc s'exprimer ce matin. D'abord Lorraine Pastio. Bonjour Lorraine, vous êtes chargée de mission l'Observatoire régional de l'ESS, donc un observatoire qui dépend de la Chambre régionale, la CRES Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez nous présenter cette analyse que vous avez vous-même réalisée sur les données à partir des données de l'URSSAF et de l'INSEE, comme je disais tout à l'heure, sur la santé de l'ESS. Bonjour à vous. Amélie Perrard du mouvement associatif, donc vous êtes déléguée du mouvement associatif en Auvergne-Rhône-Alpes. On va dresser avec vous, Amélie, un état des lieux dans les 200, un peu plus de 200 000, je crois 225 000 associations employeuses de la région. C'est une partie finalement de l'ESS. Quel impact a eu cette crise sur l'emploi dans ces structures en particulier qui ont montré leur souplesse, leur réactivité, mais à quel prix sur ces 2 années? Où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui? J'aimerais qu'on s'interroge, bien sûr, quantitativement et qualitativement, je le rappelle. Robin Miglioli, vous êtes coordinateur de l'UNAT. On va parler du tourisme social et solidaire. On aimerait comprendre aussi quelle est la situation de l'emploi dans ce secteur, un secteur dans lequel on retrouve les métiers de l'hôtellerie-restauration, dont on a beaucoup parlé pendant ces 2 ans, les métiers de l'hébergement de vacances aussi. Vous nous le direz, mais la fermeture de certaines frontières, les quarantaines vous ont frappé de plein fouet. Bonjour Robin. Bonjour. Et enfin, Thomas Beaune, directeur, que vous connaissez sûrement, directeur général délégué sur Coréa. Donc cette coopérative de travail temporaire et de ressources humaines pour le secteur du médico-social. Thomas, on comprendra, vous nous expliquerez un petit peu la situation dans le médico-social à l'heure des passes sanitaires obligatoires, des passes vaccinaux maintenant et de la crise d'Orpea aussi bien sûr et d'autres. Merci beaucoup. Un mot sur le programme et bonjour. Un mot sur le programme de cette table ronde avant de vous laisser la parole. Donner quelques chiffres
On vous a préparé quelques graphiques aussi, vous allez le voir. D'ailleurs, je vous invite à mettre en plein écran votre vidéo si c'est possible chez vous. Ça vous permettra de voir et de profiter un peu mieux de ces graphiques et de ces chiffres qui nous donneront un peu l'évolution de l'emploi dans l'ESS, dans le secteur associatif aussi. Est-ce qu'elle a perdu des emplois, l'ESS? La situation des emplois précaires aussi, est-ce qu'elle s'est accentuée dans ces deux années? Bon, on va voir un petit peu tout ça ensemble assez rapidement. Et puis, on abordera les problématiques rencontrées par les structures elles-mêmes dans leur fonctionnement en tant qu'employeur. On parlera de la qualité du travail aussi, l'impact du télétravail, les contraintes sanitaires, l'égalité femmes-hommes aussi, pourquoi pas, au sortir de cette crise. On terminera également en disant un mot sur le recrutement et l'attractivité des structures de l'ESS aujourd'hui, 2 ans après le début de cette crise. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On donnera la parole et je me ferai votre relais auprès de nos intervenants pour poser les différentes questions que vous souhaitez. Je vous laisse la parole à présent. Je voudrais qu'on fasse un tour de table pour vous présenter, déjà, qu'on fasse un peu connaissance, mais aussi qu'en quelques mots, vous nous donniez, selon vous, les grandes problématiques rencontrées aujourd'hui, selon vous, par les structures de l'économie sociale et solidaire. On discutera de ces problématiques, bien sûr, ensuite. Lorraine Pastiot, quelles sont, selon vous, en grand résumé, quelques lignes, les 2-3 problématiques à retenir? Alors pour nous, dans les études qu'on a faites, ce qu'il faut retenir, c'est que avec la crise sanitaire, l'économie sociale et solidaire s'est plutôt bien maintenue par rapport au secteur hors ESS, donc ESS, économie sociale et solidaire, et que c'est surtout le milieu associatif qui a été impacté. Mais c'est un secteur qui était déjà en difficulté les autres années. Et en fait, tout ce qui a été impacté, que ce soit au niveau des structures juridiques ou des secteurs d'activité, c'était en fait déjà des secteurs qui connaissaient des difficultés. Donc ça a juste rendu plus compliqué ce qui était déjà difficile pour ces structures-là. Oui. Peut-être un mot sur le travail de l'Observatoire régional de la CRES? Alors, donc l'Observatoire, donc c'est une mission qui dépend de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et qui a pour objectif de rendre compte de l'état de l'économie sociale et solidaire sur les territoires, donc soit au niveau régional ou départemental ou sur des territoires plus petits en fonction des commandes. Et on a aussi pour objectif de mettre en avant des fois des filières, des secteurs d'activité ou des thématiques un peu phares d'actualité. Très bien, merci pour ce premier mot. Amélie Perrard, le mouvement associatif, combien? 700 000 associations adhérentes aujourd'hui en France? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Bonjour. beaucoup pour cette opportunité pour présenter en effet nos actions. Est-ce que je peux partager une partie de mon écran ou c'est pour après? Je vais bien donc sûr, bien vous sûr. partager du coup pour ceux et celles qui ne Alors connaissent. rapidement, on va tout de suite dans les chiffres, si vous le voulez bien, Amélie, mais c'est pour La comprendre un première, petit simplement peu cette introduction sur le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et pour vous dire donc le mouvement associatif donc est présent. Donc on a une entité nationale et des entités donc régionales. Donc je représente aujourd'hui le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'aurai l'occasion de revenir avec vous sur des chiffres aussi sur le national. En effet, la force associative est vraiment visible. Sur le plan national, 1,5 million d'associations. En Auvergne-Rhône-Alpes, environ 170 000, avec de nombreux et nombreuses bénévoles utiles au développement et à la vie des associations. Et donc, comme vous pouvez voir, une part en effet également de l'emploi associatif très important puisqu'il représente 9,5% de l'emploi privé. Donc, on y reviendra après. Donc, notre rôle, le mouvement associatif, rapidement, c'est œuvrer à donner une meilleure visibilité de la vie associative et en agissant notamment pour son développement et sa consolidation. Donc, les problématiques sur lesquelles on pourra revenir en effet plus tard, c'est suite à cette crise, il y a une problématique un peu latente, c'est la mobilisation des adhérents et des bénévoles, qui est vraiment
une problématique qui va avoir de différentes conséquences. Une deuxième problématique qu'on a identifiée depuis maintenant le début de la crise, c'est bien sûr un impact financier, et notamment avec une baisse des activités. Et une troisième problématique qui apparaît, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour l'ensemble des participants pour le dire, c'est maintenant une lassitude suite à cette crise qui dure, une lassitude des adhérents, des dirigeants bénévoles, avec des mesures sanitaires qui changent trop régulièrement, et donc une lassitude vraiment des bénévoles et des adhérents pour venir au bout des activités et maintenir en tout cas le contact et les activités. Voilà pour... Quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil particulier des salariés de l'associatif, Amélie Perrard? Est-ce que c'est quand même particulier? C'est-à-dire que ce sont des salariés qui ont comme employeur des bénévoles. Voilà. Est-ce que cette situation-là change quelque chose dans la façon de laquelle les salariés exécutent leur mission finalement? Alors, Lorraine l'a bien introduit, hein, les associations, c'est une grande partie de l'ESS. Donc, on a déjà aussi un attachement aux valeurs de l'ESS qui est importante. Quand on est salarié d'une association, on adhère à cette dynamique de l'ESS. On essaye de le promouvoir et de le vivre au quotidien dans notre travail. Mais c'est vrai que la particularité des associations, c'est que les dirigeants associatifs, et notamment pour tout ce qui est la partie administrative et RH, se fait le plus souvent par des dirigeants bénévoles. Et cette crise a montré justement ce qui n'était déjà pas simple, mais une difficulté de compréhension, d'adaptation par rapport au contexte. Alors, il y a eu une évolution, il y a eu des adaptations, mais c'est vrai que c'est un profil particulier puisque, en plus d'être dans l'ESS, les dirigeants sont des bénévoles et donc ne vivent pas au quotidien la tâche salariale avec les salariés du secteur associatif. Donc, il faut imaginer des formes de gouvernance, il faut imaginer un soutien et un accompagnement RH important dans notre secteur. C'est ça. Et avec la problématique de l'engagement des bénévoles, on en parlera tout à l'heure, ça a des conséquences et un impact assez important aujourd'hui, là, 2 ans, alors que nous sommes depuis 2 ans dans cette crise sanitaire. Robin Miglioli, bonjour à vous. L'UNAT, le tourisme social et solidaire, peut-être un mot sur l'UNAT, les membres, la variété des membres du tourisme social et solidaire. Oui, exactement. Donc l'UNAT, l'Union nationale des associations du tourisme, c'est un mouvement qui est national et qui est représenté au sein de chacune des régions de France par différentes unions régionales. Donc moi, je coordonne à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes cette association qui a pour vocation de fédérer une tête de réseau de l'ensemble des acteurs du tourisme social et solidaire. Le T2S, qu'est-ce que c'est? On a tendance à le segmenter en cinq activités différentes. La première, c'est les villages de vacances, des structures hôtelières qui sont plutôt à destination des familles. Ça représente à l'échelle nationale environ 10 millions de nuitées. Je parle évidemment de 2019. Le Covid a eu un impact, comme on l'a tous en tête, sur l'activité touristique. Deuxième famille, ça va être ce qu'on appelle les séjours éducatifs et les VAO, les vacances adaptées à l'attention du public en situation de handicap. On parle de 4,2 millions de nuitées. Ce qui se cache derrière ces séjours éducatifs, ça va être les colonies de vacances, ça va être les classes de découverte, secteur qui est impacté, on aura l'occasion d'en discuter. Troisième secteur, les auberges de jeunesse et les centres internationaux de séjour, qui sont plutôt situés en milieu urbain, mais pas que, et qui ont pour vocation de rendre accessible la ville ou des équipements pour des publics de jeunes. Et puis les deux secteurs qui sont un peu plus à la marge en termes d'activité, il s'agit des organisateurs de voyages, France, monde étranger, pour 1,6 million de nuitées annuelles, et les hébergements de plein air qui représentent environ 3 millions de nuitées. En tout cas, quand tout va bien. Pour vous donner un dernier chiffre, on évalue à 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires le poids du tourisme social. Et contrairement au secteur marchand, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on ne représente que des structures associatives qui font un tourisme au service des hommes, au service des territoires et pour rendre accessibles les vacances à un plus grand nombre.
Si on peut citer deux problématiques majeures qu'on est en train de traverser, la première, c'est que la crise n'est clairement pas derrière nous. Ça a été déjà présenté par Amélie et Lorraine. La crise, on est encore dedans, on la traverse de plein fouet. Elle évolue, on n'est plus dans le contexte de 2020 ni de 2021, mais l'activité, elle est vraiment touchée. Et la deuxième, en termes d'emploi, qui est la problématique qui nous rassemble aujourd'hui, je dirais que c'est une problématique qui est triple. C'est la spécificité de l'activité qui porte ça. La première, elle est qu'on est sur des missions saisonnières, ce qui va complexifier nos recrutements et en tout cas mettre un contexte très particulier. La deuxième, elle est sur l'isolement, la ruralité de nos centres qui sont dans des zones peu ou pas peuplées, des territoires de montagne parfois, qui va rendre l'attractivité difficile. Et la troisième, elle est pour certaines missions l'obligation de la qualification du diplôme pour exercer la fonction qui fait qu'il est parfois difficile de trouver des candidats. Très bien, merci beaucoup. On rentrera dans le détail, je pense, de ces problématiques dans un instant. Je me tourne maintenant vers vous, Thomas. Thomas Beaune, donc Coréa, c'est le travail temporaire. D'ailleurs, je pense que vous allez pouvoir vous entendre, vous répondre avec Robin Miglioli. Un mot sur Coréa peut-être et les 3-4 problématiques à retenir dans ce secteur du médico-social qui est beaucoup bouleversé, beaucoup chahuté en ce moment. Oui, alors bonjour. Donc Coréa, c'est pas le travail temporaire. Coréa, c'est la coopérative. Et c'est important de le préciser, l'outil de travail temporaire n'étant finalement là qu'au service, j'allais dire, de la facilité de la mise en œuvre des contrats. Nous, notre spécificité, mais comme je suis le local de l'étape, normalement tout le monde doit savoir de quoi je parle, notre spécificité, c'est de créer des coopératives territoriales qui sont en charge de gérer les ressources humaines, en tout cas les besoins de remplacement de leurs coopérateurs dans le secteur du médico-social. Bien entendu, on s'appuie sur l'outil de l'intérim parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui est le plus souple. Et c'est également celui que l'on peut constater comme étant l'une des portes d'entrée de l'emploi pour les nouvelles générations qui sont aujourd'hui finalement un petit peu en décalage avec ce que nous avons pu connaître il y a quelques années sur la notion d'emploi avec une volonté de recherche de sens, de qualité de vie, la rémunération arrivant un petit peu après et donc la souplesse de l'intérim ou en tout cas de la possibilité d'expérimenter leur vocation par ce biais-là pour les nouveaux entrants, c'est souvent un bon moyen pour eux. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, je dirais que, comme l'a très bien dit mes prédécesseurs, c'est que finalement, ça n'a fait que mettre en exergue une réalité, malheureusement, dans notre secteur, de la crise des vocations. Une problématique qui est à la fois la crise des vocations pour les bénévoles militants, ce n'est pas forcément pour les bénévoles qui rentrent dans le monde associatif. Je pense que le monde associatif ne s'est jamais aussi bien porté en termes de consommation, malheureusement, mais c'est plus un problème d'engagement militant et une crise de vocation pour les salariés parce que ça fait des années que le secteur souffre d'un désamour, d'un manque d'attractivité, d'une forme de ESS bashing, puisque tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui avec Orpea, ça existe dans d'autres secteurs d'activité depuis des années. Et c'est vrai que beaucoup de centres de formation de longue date sont en difficulté pour remplir leur formation et pouvoir proposer ensuite de futurs professionnels dans ce secteur d'activité. ESS bashing ou médico-social bashing? Si c'est à moi que vous posez la question, je dirais que j'ai un prisme très médico-social, mais je dirais que aujourd'hui, l'intérêt de Coréa, c'est d'être et d'Apogée, c'est d'être à la frontière de plusieurs milieux, de plusieurs mondes et de plusieurs univers, tout en étant très intégré et se revendiquant comme appartenant à l'ESS,
il est aussi en lien avec le secteur marchand. Et très clairement, quand vous parlez de l'ESS dans le secteur marchand, on a toujours un petit sourire en coin de la part de nos interlocuteurs parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une impression et une image d'avoir une particularité, un type particulier d'employeur, un type particulier de salarié. Ce que moi, je peux constater au quotidien, c'est que c'est de moins en moins vrai, puisqu'on a de plus en plus de professionnels qui arrivent d'autres secteurs d'activité pour intégrer le SS. Alors peut-être parce que, et c'est ce qui sera la note d'espoir à la fin, peut-être parce que effectivement la dimension du sens et des valeurs sont en train de primer aujourd'hui et qu'on est pour le coup, j'allais dire, les champions de ce type de sujet. Je l'espère en tout cas. Lorraine Pastiot, vous allez peut-être pouvoir nous apporter quelques précisions. Donc, l'Observatoire de la CRES a donc, et vous avez réalisé une analyse de nombreuses données de l'URSSAF, de l'INSEE, sur la situation de l'emploi dans l'ESS en Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter les enseignements de ces analyses et est-ce qu'on, peut-être la première question aussi, c'est est-ce qu'on peut en faire une extrapolation nationale des chiffres que vous récoltez au niveau régional? Oui, donc sur les chiffres que je vais présenter sur l'impact du Covid, donc je vais présenter les chiffres au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais comme sur la région, on est à peu près sur une moyenne nationale, on observe les mêmes données qu'au niveau donc national sur la région. Il faut savoir qu'une étude a été menée donc, par l'Observatoire national de l'ESS, donc via la structure ESS France, et donc c'est une étude que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Donc, il n'y a pas de grosse différence entre nous, Auvergne-Rhône-Alpes, et la France. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, donc sur l'économie sociale et solidaire, avant Covid, donc sur les années de 2010 à 2019, en moyenne, on avait une croissance plutôt négative de l'ESS, mais on va dire faiblement négative, puisqu'elle était de moins 0,5% par an, alors que hors ESS, on est sur une croissance plutôt positive de plus 0,5% par an. Donc si on prend l'année 2020 et si on compare juin 2019 à juin 2020, là on observe bien l'impact de la crise sanitaire puisqu'on est à presque moins 6% d'établissements pour l'économie sociale et solidaire, alors qu'on est à seulement moins 1,1% hors ESS. Alors attention, quand on parle perte d'établissement, ça ne veut pas dire que tous les établissements ont fermé, ça peut être des établissements qui ont été seulement mis en sommeil, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas déclaré versé de salaire sur un trimestre. Donc, par exemple, dans le milieu associatif, il y en a beaucoup qui, par exemple, n'ont pas renouvelé de CDD, ou des structures qui n'ont pas employé de saisonniers, et du coup, voilà, ces établissements sortent un peu des radars, mais l'activité a pu reprendre après. Et c'est ce qu'on observe quand on regarde un peu les données de décembre 2019 à décembre 2020, donc une fois le confinement passé. On voit que la diminution d'établissements est moins importante puisqu'elle est, si je peux dire, plus qu'à moins 2% d'établissements. Il y a un rattrapage finalement après la période d'isolement, voilà. de confinement. C'est ça, tout à fait. On voit que l'activité a déjà un peu repris. Par contre, ça a moins repris que le secteur hors ESS. Et si on regarde donc sur la droite tout ce qui est salarié, de toute façon c'est la même observation. Hein. Alors avant Covid, on était sur une moyenne légèrement positive à plus 0,5% par an, ce qui était presque similaire aux activités hors ESS. Et si on regarde donc cette année 2020, donc sur le premier semestre, on est à moins 3% de salariés, ce qui est presque équivalent au hors ESS. Et par contre, en décembre, donc pareil, on a un rattrapage, l'activité reprend un peu, et on est à moins 1,6%. Ce qui est même plus avantageux que le hors ESS qui, eux, sont à moins 3%. D'accord. Ce qui veut dire là, juste me permet quand même de petite précision, ce qui veut dire que à la fin de l'année 2020, une fois le confinement passé, l'ESS a plus retrouvé de salariés, même si on n'est pas encore au niveau d'avant la crise, que les secteurs hors ESS. Tout à fait. Et c'est essentiellement lié, je pense, à tout ce qui est restauration, parce que nous, dans l'ESS, la part est moins importante que hors ESS, et donc de fait, ça plombe un peu plus les chiffres hors ESS. D'accord.
Très bien. On continue peut-être, Lorraine, dans les chiffres, les enseignements de vos analyses. Alors, du coup, oui, on a étudié donc c'est l'évolution des établissements et des salariés sur les 4 statuts juridiques, on va dire, traditionnels de l'économie sociale et solidaire, qui sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Il y a une 5e type de structure qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, qui sont les structures commerciales de l'ESS, donc des structures commerciales classiques, mais qui ont un agrément économie sociale et solidaire. Mais elles sont très peu nombreuses et aujourd'hui, on n'a pas de chiffres fiables, donc elles ne sont pas étudiées ici. Ce qu'on a donc observé, c'est que c'est les associations qui ont été les plus touchées, puisque si on prend l'année 2020, on est à moins 3,2% d'établissements pour les associations, alors que sur les coopératives, on est sur du coup une croissance positive. Les mutuelles sont légèrement en diminution et les fondations continuent à avoir une bonne croissance. En sachant qu'avant Covid, les associations étaient déjà dans le négatif à moins 0,7% par an de moyenne annuelle, alors que les coopératives, les mutuelles et les fondations étaient plutôt dans le positif. Et si on prend donc les postes salariés pour les associations, on est à moins 2%, alors que pour les coopératives, ça a stagné. Les mutuelles, là, par contre, on a une belle diminution aussi. Et par contre, les fondations vont bien. Avant Covid, tout le monde était dans le positif. Donc, on voit bien qu'il y a eu un impact assez important. Juste pour parler très rapidement des petits graphiques qu'il y a sur la droite. Donc, les associations, c'est la ligne qui est en rouge. Donc, on constate que ça ne date pas d'aujourd'hui, qu'il y a une diminution, que ce soit en nombre d'établissements ou en nombre de salariés. Et en fait, on observe des difficultés dans le milieu associatif depuis 2014-2015. Et on observe bien... En bleu, ce sont les coopératives, c'est ça? En bleu, les coopératives. Donc, on voit que le nombre d'établissements, là, depuis, si j'analyse un petit peu, en 2020, en tout cas, le nombre d'établissements a bien remonté là où les associations étaient en chute. Tout à fait. Oui, c'est vraiment les associations qui ont bien chuté et les fondations aussi. Après, dans les mutuelles, je pense que ça a pas mal diminué aussi sur la crise Covid, mais parce qu'ils ont eu pas mal recours au chômage partiel. Et quand il y a du chômage partiel, soit les établissements, soit les salariés ont un peu disparu des radars le temps du chômage partiel. D'accord. Et donc, le graphique en haut, c'est les établissements, le nombre d'établissements de l'ESS. Et le graphique en bas, c'est sur les salariés, le nombre de salariés. Les salariés. Les courbes sont à peu près dans le même sens. Oui, ça se suit. Très bien. Et juste pour parler très rapidement des fondations, on voit qu'il y a des chiffres assez énormes. Donc, on voit du plus 6%, du plus 5%, et on voit que sur le graphique, voilà, je n'ai même pas laissé la courbe haute des fondations. Donc, on a ces chiffres un petit peu extrêmes, mais parce qu'en fait, c'est un nombre réduit d'établissements et de salariés. Et de fait, quand on passe en pourcentage, on arrive assez vite dans des extrêmes. D'accord, dans des variations très importantes, mais c'est sûr que par rapport au nombre d'associations, on sait à peu près ce que représentent les associations par rapport aux fondations mutuelles et aux coopératives? Oui, donc dans l'économie sociale et solidaire, on est en tout cas sur la région, à 86% d'associations. Mais je vais vous mettre peut-être la slide où j'ai les chiffres. Voilà, donc on a 86% d'associations, à peu près 9% de coopératives, 4% de mutuelles et même pas 1% de fondations. Ah oui, d'accord, 0,8% de fondations. Vous nous avez montré, là, Lorraine, les chiffres des associations, en tout cas l'évolution des associations pendant cette crise. Ce sont les plus touchés. Est-ce qu'on a une idée de ce que représente finalement l'évolution de l'ESS si on sort ces associations que vous nous donnez, qui sont les associations employeuses et non employeuses d'ailleurs aussi? Vous avez pris... Alors non, nous on n'a que les employeuses. Parce qu'aujourd'hui, en données fiables et disponibles, que ce soit au niveau de l'INSEE et de l'URSSAF évidemment, il n'y a que les structures employeuses, puisqu'il n'existe pas de données des structures non employeuses aujourd'hui en France. Sans les associations, quelle est la situation de l'ESS?
Alors, du coup, comme on s'est rendu compte que c'était les associations qui étaient beaucoup impactées et qu'elles étaient en difficulté depuis plusieurs années, on trouve ça important aujourd'hui de pouvoir différencier en fait le milieu associatif des autres statuts de l'économie sociale et solidaire, tout simplement pour ne pas plomber, si je peux parler comme ça, les autres structures de l'ESS qui, elles, vont plutôt bien et s'en sortent bien. Donc, si on regarde sans les associations, du coup, si je prends vraiment les chiffres Covid, donc par exemple de juin 2019 à juin 2020, là, on est sur une croissance positive, donc on est à plus 0,7% et on est exactement au même niveau sur la fin de l'année 2020. Donc on voit que les structures de l'ESS hors association ont plutôt une bonne stabilité et font plutôt bien face à la crise, alors que le hors ESS était plutôt en négatif. Et pour les salariés, donc on a un petit peu de négatif, on va dire, sur le premier semestre, mais on revient sur une croissance positive qui, cependant, n'est pas équivalente au niveau d'avant Covid, puisqu'on est sur du plus 0,5% de salariés, alors qu'avant, on était à plus 1,7%. Mhm. Ok. Juste pour que ça parle un petit peu en image, donc ça, c'est le graphique sans les associations. Donc, les établissements et les salariés de l'ESS apparaissent en bleu et en orange, c'est les courbes hors ESS. Donc, on voit que l'économie sociale et solidaire est plutôt au niveau de hors ESS et que lors de la crise, donc c'est les courbes oranges qui chutent, donc hors ESS, alors que nous, l'ESS se porte, on va dire, plutôt bien ou en tout cas se maintient, est plutôt stable. Et juste pour comparer, donc ça, c'est la courbe avec les associations, où donc là, on voit que sur 2020, là, l'économie sociale et solidaire chute fortement, mais c'est donc lié au milieu associatif. D'accord, très bien. Donc, ce sont vraiment les... Alors, ça sera intéressant. On va bien sûr donner la parole à Amélie Perrard sur ce sujet-là. Avant cela, avant de rentrer dans le détail des associations, pour rester un peu dans cette analyse, Lorraine Pastio, est-ce qu'on a l'évolution de l'ESS par secteur d'activité? Oui. Du coup, on a étudié, puisque bon après, il n'y a pas de grande surprise, mais voilà, on a souhaité étudier les secteurs d'activité qui avaient été les plus impactés ou les plus favorisés. Et donc, ce qui ressort, si on étudie la moyenne annuelle de 2020 et les différentes moyennes annuelles de 2010 à 2019, donc ce qui ressort, ce sont donc les arts et spectacles, donc sans surprise, puisqu'on est quand même à moins 10 points sur cette année 2020, ce qui est à peu près équivalent au secteur hors ESS, et c'est surtout le spectacle vivant et la création artistique qui a été touché. Nous retrouvons aussi les sports et loisirs avec moins 6 points. Et donc là, c'est beaucoup la pratique sportive et les activités de clubs de sport. Cependant, l'ESS a été un peu moins touché que le hors ESS. On retrouve là aussi l'hébergement et la restauration, moins 5 points, mais ce qui est quand même moins que le hors ESS, donc il faut le noter. Et là, c'est essentiellement l'hébergement touristique et la restauration traditionnelle. Nous retrouvons l'enseignement et la formation avec moins 3 points. Et là, c'est à peu près tous les types d'enseignements qui ont été touchés, que ce soit un petit peu l'enseignement scolaire, mais aussi les enseignements, on va dire, périscolaires et de culture autour des écoles. Et ensuite, nous avons les activités non classées, moins 3 points, mais donc là, c'est des activités très larges, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les autres activités. Sur les activités les plus favorisées, nous retrouvons les activités immobilières. Donc là, on est à plus 16 points. Et là, pareil, je nuance un tout petit peu mon propos. Les activités immobilières, c'est quelque chose qui est très peu représenté dans l'ESS. Donc pareil, on a des chiffres petits. Donc tout de suite, ça prend des proportions assez extrêmes quand il y a des différences. Ce qui a plutôt bien fonctionné pendant la crise et qui n'a pas été impacté, c'est la santé humaine, avec plus 3 points, alors que hors ESS, on était sur une croissance négative. Cependant, les activités des médecins spécialistes et de la pratique dentaire a diminué sur cette période-là. Et ensuite, on a toutes les autres activités de service, mais pareil, c'est un secteur d'activité assez large qui a bien fonctionné avec plus 6 points, alors que ça s'est maintenu hors ESS. Peut-être Thomas Beaune, Robin Miglioli, là, sur ces deux sujets, puis après on parlera bien sûr des associations, mais sur ce que vous venez de voir, d'entendre dans les chiffres, une réaction, est-ce que ça correspond à ce que vous vivez au quotidien, ce que vous constatez dans les différents secteurs médico-social et tourisme social et solidaire? Thomas Beaune, peut-être pour commencer.
Moi, je suis extrêmement intéressé de constater qu'on a une hausse, alors si j'ai bien compris, c'est régional, de 3% sur la santé humaine. Très bien. Ça sous-entend peut-être que les gens, les professionnels ont trouvé des postes en CDI ou sont partis dans ce secteur d'activité-là. C'est plutôt intéressant à constater. Ce n'est pas du tout ce que moi je constate au quotidien dans le médico-social. Mais bon, on est bien d'accord qu'on est sur une vision globale. C'est assez surprenant, ce chiffre. Alors, Lorraine Pastio, là, je me tourne vers vous. Selon vous, pourquoi c'est pas ce qu'on constate au quotidien? Qu'est-ce qui se passe sur ce secteur de la santé humaine? Nous, sur la santé humaine, du coup, là, on est vraiment sur le secteur santé et tout ce qui va être social, médico-social, c'est dans le secteur de l'action sociale. Et moi, j'en parle pas ici parce qu'en fait, ça s'est plutôt maintenu, nous, sur l'année 2020 par rapport aux autres années. Donc après, en fonction des sous-secteurs de l'action sociale, il y a quelques différences. Mais dans les chiffres, il n'y a pas quelque chose de vraiment notable qui est ressorti. Ça s'est plutôt stabilisé en fonction des secteurs. Donc, il faudrait pouvoir aller plus finement, nous, dans le détail. Sur le social, dans le détail. Robin Miglioli, sur les chiffres qu'on vient de donner. Oui, les chiffres vont tout à fait dans le sens de ce qu'on constate et du niveau d'activité des structures. On parlait d'une baisse notable, 6 points de mémoire des sports et loisirs. On est clairement impacté et c'est surtout l'impossibilité d'organiser des séjours, des activités sportives et des activités de loisirs qui a conduit à ça et on constate ça. Si on prend un tout petit peu de recul, on parlait d'une baisse depuis 2014 des associations. C'est pas ce qu'on constate, en tout cas en termes de volume, de nombre de vacanciers qui ont pu bénéficier du tourisme social et solidaire. Il a tendance à augmenter. Il augmente, mais la durée des séjours a tendance à diminuer si on prend un recul sur 10 ans. Donc c'est pour ça que je me retrouve moins dans ce chiffre, mais le chiffre reprend encore une fois l'ensemble du mouvement associatif et non pas uniquement le tourisme social et solidaire. Bien. Amélie, on va s'intéresser à la situation des associations qui représentent 9 établissements de l'ES sur 10 en moyenne. Vous avez récolté des données aussi sur la situation et l'évolution des associations et notamment des associations employeuses pendant cette période. Des données qui sont assez effrayantes. On va le voir, on en parlera juste après. D'ailleurs, Lorraine Pastio nous l'a dit, les associations sont plus touchées par la fermeture d'établissements et par la perte d'emploi que les autres établissements de l'ESS. Vous avez publié, plusieurs documents qui analysent l'impact de cette crise sur la vie associative, des enquêtes qui ont été réalisées auprès de responsables associatifs d'ailleurs, depuis la crise, depuis juin 2020, me semble-t-il, des enquêtes qui questionnent l'évolution de la situation financière, mais aussi le niveau d'inquiétude ou le niveau de confiance des dirigeants. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi très intéressant. Quels enseignements vous avez tirés de ces enquêtes? Quelle est l'évolution de l'emploi salarié dans ces associations depuis le début de la crise sanitaire? Et peut-être que cela corroborera ce que vient de nous présenter Lorraine Pastio. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. En effet, je crois que les enquêtes, l'étude qu'a portée la CRES en Auvergne-Rhône-Alpes et l'enquête que je vais vous présenter se complètent bien, puisque l'enquête va plutôt présenter d'une manière qualitative les effets de la crise sur les associations, alors que je pense que l'étude apporte vraiment une réalité qualitative également, quantitative, pardon. Alors voilà, le mouvement associatif national s'est associé avec le RNMA, le Réseau national des maisons des maisons des associations, et avec Recherche et Solidarité, qui est une association de consultants qui organise des enquêtes auprès des responsables associatifs. Donc depuis en effet le début de la crise, et ont organisé ensemble 3 enquêtes pour comprendre et analyser les effets de la crise dans les associations. Donc une première enquête en juin 2020, une deuxième enquête en octobre 2020 et la dernière enquête sur laquelle je vais m'appuyer aujourd'hui, qui a été réalisée entre mars et avril 2021, donc il y a un peu moins d'1 an, et donc qui nous permet d'évaluer les effets de la crise 1 an après.
Donc, cette enquête a été réalisée en 2021 auprès d'environ 10 000 responsables associatifs sur l'ensemble de la France, à peu près 1 200 responsables associatifs en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette première slide que vous devez voir à l'écran vous donne les chiffres clés en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, vous pouvez le constater, 79% des responsables associatifs se déclarent subir vraiment les effets de la crise, avec un responsable associatif sur 3 qui juge la situation très bonne ou très bonne. Donc, seulement 30% des responsables associatifs étaient optimistes il y a un peu moins d'1 an, avec 67% qui parlent d'une perte de revenus d'activité, on y reviendra. Et donc, on disait, les effets de la crise, notamment sur la mobilisation des bénévoles, a également une conséquence sur les baisses des cotisations, avec 51% qui déclarent une baisse de cotisation. Donc ça, c'est des chiffres sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les conséquences rapidement et les préoccupations. On disait le bénévolat avec 60% des associations qui ont perdu un contact avec une partie de leurs bénévoles, ce qui est très significatif pour l'ensemble du secteur associatif. On constatait il y a moins d'1 an encore 39% des associations qui étaient encore à l'arrêt. Ça, c'est pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais le chiffre est similaire sur le territoire français. Et 52% par rapport au financement qui disent donc avoir trouvé une solution financière, ayant rencontré des difficultés pour avoir accès aux aides financières. Et donc, on va maintenant s'arrêter plus particulièrement sur les associations employeuses. Et là, je vous demande de faire un switch, puisque là, c'est vraiment des chiffres sur l'ensemble du territoire français. Donc, les associations employeuses représentent 12% de l'ensemble des associations. Donc, je vais vraiment parler du secteur associatif. Donc, ce qui est important, et on peut comparer justement les effets de la crise sur les associations employeuses qui sont représentées en vert et l'ensemble des associations qui sont représentées en bleu. Donc, vous pouvez le constater, c'est 53% des associations employeuses qui se sont qui ont vu une perte de revenus d'activité significative, alors que la plupart d'entre elles arrivaient, dans certaines mesures, à maintenir quand même une certaine activité plus facilement grâce notamment aux salariés, mais cependant, on note quand même 53% qui notent une perte de revenus. Et d'autres chiffres marquants, le 9% donc, disent le risque d'annulation des commandes publiques. Donc ça, c'est aussi par rapport aux aides que l'État proposait, et 32% des associations employeuses ont noté une augmentation des dépenses générées par la crise. Donc, d'où une nécessité de revoir notamment notre champ d'activité, nos actions et nos modalités également. On y reviendra, mais on doit passer pour les associations, ont dû se mobiliser très rapidement vers une transition au numérique, ce qui n'était pas toujours simple pour les associations. Un chiffre également important, comme je le disais en introduction, une des difficultés, ça reste les difficultés financières avec des difficultés de trésorerie, puisque l'enquête révèle que 20% des associations employeuses ont moins de 3 mois de trésorerie devant elles. Donc ça, c'est bien les associations en vert, je le disais, les associations employeuses. Et alors qu'en bleu, sur l'ensemble des associations, c'est 15% des associations qui ont une trésorerie limité à 3 mois en avril 2021. C'est quand même un chiffre en baisse. Oui. Ben oui, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je voudrais avoir vos réactions à vous tous sur ce chiffre-là en particulier. 20% des associations employeuses de l'ESS ont moins de 3 mois de trésorerie. Moins de 3 mois de trésorerie, c'est vraiment. Est-ce que c'est une situation, vous, qui vous semble inquiétante? Je pose la question à Robin Miglioli et je pose la question à Thomas Beaune pour vos deux secteurs, du tourisme et du médico-social. Robin. Inquiétante, bien sûr, mais c'est une réalité. Alors, dans le cas du tourisme social, on a une grande difficulté qui est celle de la saisonnalité, avec des entrées de trésorerie qui sont très aléatoires d'une période à l'autre de l'année.
On sait notamment que l'automne est une période de grande vulnérabilité pour les secteurs du tourisme, parce que c'est la période où il y a le moins de départs en vacances, où les réservations, les carnets de commandes se remplissent moins, donc les acomptes sont moins facturés, et on sait bien que généralement les associations sont vulnérables à cette période-là. Je rebondis là-dessus sur ce chiffre et ce manque de trésorerie. Dans le cadre du tourisme, l'arrêt de l'activité par le Covid a imposé de faire des arrevoirs à l'ensemble des clients qui n'ont pas pu bénéficier de leur séjour, avoirs qui font que les séjours reportés se feront sans entrée de trésorerie. Donc il y a clairement une grande difficulté, une grande vulnérabilité, et les fameux PGE, prêts garantis par l'État, qui ont été mis en place, ont servi non pas à financer de l'investissement, non pas à renforcer le modèle économique des centres, mais très clairement à combler l'absence de trésorerie et à combler les éléments bas de bilan. Mais justement, quand on voit ces chiffres-là, quand on entend ce constat, on se dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre d'investissement pour les structures du tourisme, j'imagine. Sur quoi on essaie de rogner? D'ailleurs, il y a une question, Cyril, qui pose la question, est-ce que sur le chat, je vous invite d'ailleurs à vous aussi poser vos questions, hein, je les prends au fur et à mesure. Est-ce que l'activité restauration est remise en question au sein des établissements du tourisme social aujourd'hui? En termes de tourisme social, il y a quand même une ligne directrice qui est celle de l'accessibilité. C'est clairement la ligne de conduite qu'on se fixe, et on a vocation à être accessible. Donc de toute façon, on va tout faire pour garder des prix les plus abordables possibles et pour proposer à un maximum de personnes de venir. Je dirais qu'en termes de restauration, on continue malgré tout de favoriser le circuit court, de s'investir localement auprès des fournisseurs. Et en tout cas, l'enveloppe de restauration n'est pas là. Le problème, il est plus un problème de trésorerie. Et cette trésorerie, on ne va pas la chercher par une baisse de coûts. C'est vraiment tout un business model qui est attendu. Et je dirais que la reprise nous forcera à être habiles et agiles dans la gestion de la trésorerie des centres de vacances. Thomas Beaune, votre réaction aussi sur ce chiffre-là, 20%, alors là on est sur les associations, hein, 20% des associations employeuses donc, ont moins de 3 mois de trésorerie, sur la situation financière, les difficultés. On les a vus les chiffres, hein, de plus en plus de coûts pour les structures, des financements qui sont assez aléatoires. Il y a peu de confiance, en tout cas, de la part des dirigeants d'associations. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous... Alors, moi, je vais vous parler d'un secteur qui est un peu particulier, hein, puisque le secteur du médico-social, c'est quand même un système de financement, en fait, c'est une délégation de service public, hein, ni plus ni moins, avec un système de financement qui est garanti, surtout sous la forme actuelle de la mise en place des CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc, je dirais que la majorité des structures que nous accompagnons, qui sont dans le secteur médico-social, je le rappelle, n'ont pas aujourd'hui de problématiques majeures de financement, puisque ce sont des enveloppes globales, des budgets qui sont alloués, et en plus, je dirais que si le problème était, à l'heure où on se parle, des problèmes purement financiers, il y a quand même le soutien des pouvoirs publics pour assurer la continuité du service. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que l'on a pu ressentir dans le médico-social, la difficulté liée à des problématiques de trésorerie, même si effectivement, ça a sans doute réaffecté et réorienté des budgets, amoindri des investissements et, j'allais dire, impacter les lignes financières dans la gestion de leurs établissements au profit de remplacement et au détriment peut-être d'investissement. Voilà. Ouais. Je reviens sur les chiffres. Merci beaucoup pour cette précision, Thomas Beaune. Quoique, malgré tout, même si les établissements du médico-social sont un peu
protégé finalement en termes de financement. Il y a des coûts qui augmentent. Il y a des coûts qui augmentent, le coût de l'énergie notamment. Il en a été question, Cyril Goubille a abordé en début d'événement ce matin. Les coûts augmentent, il faut trouver des nouvelles solutions. Je me retourne vers vous, Amélie Perrard, sur ces analyses que vous avez faites, à la fois sur les financements et sur les coûts. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors oui, en effet, les coûts augmentent, on l'a vu, et donc les associations ont du coup des difficultés à maintenir les activités, ou en tout cas, par rapport, quand même, on note une évolution du côté des ressources et des charges. Il faut réinventer aussi la partie des ressources, il faut repenser autrement. La slide que je voulais vous présenter juste après, qui peut-être peut donner également un éclairage par rapport à ça, c'est le fait que quand même un peu moins d'une association sur deux, une association employeuse, ont activé depuis le début de la crise des solutions financières. Donc, on voit quand même que les associations ont pu se mobiliser sur les aides de l'État, notamment sur le fonds de solidarité, sur le report des échéances et sur les aides sectorielles de l'État. Donc, ça a été quand même un vrai soutien pour les associations, ces aides qui ont été activées par l'État et d'autres aides. Après, il y a encore des associations qui, justement, méconnaissent trop ces aides, n'ont pas accès, n'ont pas de réponse. Et donc, il y a des difficultés. Certes, il y a cette augmentation du coût, mais il y a aussi des difficultés pour les associations d'avoir accès et de faire des demandes. On se rend compte de plus en plus, et c'était dit en introduction, que le secteur associatif, et notamment l'emploi associatif, est trop peu méconnu et reconnu. Donc, il y a beaucoup de conséquences par rapport à tout ça. Donc, j'ai envie de dire, l'augmentation des coûts et la recherche de nouvelles ressources se fait encore plus valoir dans le secteur associatif. Lorraine Pastio, est-ce qu'on ressent ces incertitudes dans le secteur de façon générale dans l'ESS, ou est-ce que ça touche essentiellement les associations aujourd'hui, ces difficultés financières? Qu'est-ce qu'on sait de tout ça dans l'ESS? Quels sont les sujets d'inquiétude finalement et de confiance des structures de l'ESS de façon générale? Alors, du coup, nous, là-dessus, on n'a pas beaucoup d'informations. On avait essayé pendant la période Covid de questionner les différentes structures de l'ESS. Parce que nous, du coup, on travaille beaucoup avec les têtes de réseau, donc le mouvement associatif ou l'URSCOP, et c'est eux là-dessus qui ont vraiment, qui ressentent un peu le pouls de leur structure. Donc, c'est difficile pour nous à dire, puisqu'on n'est pas directement en contact avec eux, et donc on est nous seulement sur nos chiffres, et les chiffres ne parlent pas de ça. On avait interrogé sur la première étude qu'on avait faite de conjoncture d'impact Covid les structures d'accompagnement un peu des porteurs de projets. En tout cas, au niveau des porteurs de projets, il y a des secteurs qui ont continué à intéresser les porteurs de projets et qui même se sont développés, et même pendant l'année 2020, pendant la crise. Donc, je pense que ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Il y en a certains pour qui ça marche très bien, donc tout ce qui est transition écologique, environnement, économie circulaire, et d'autres pour qui c'est peut-être ils sont peut-être plus frileux et restent en pause et attendent de voir comment ça se passe. On va rentrer dans le sujet de l'emploi maintenant qu'on a fait un peu le tour de ces chiffres et de la situation un peu financière des structures. Je voudrais qu'on rentre dans le sujet de l'emploi en particulier. Peut-être Thomas Beaune, on va peut-être commencer avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat qui sont posées justement sur ce secteur du médico-social. On s'y attendait un petit peu. Quel état des lieux vous faites de l'emploi, la situation? Je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, Coréa intervient sur ce sujet des remplacements dans le médico-social. Alors, quelle est la situation 2 ans après 2 ans de Covid? Alors, la situation, quelles sont les problématiques qui sont rencontrées? La situation, elle est extrêmement tendue parce que nous avons un déficit chronique de professionnels. Et quand je parle de professionnels, qu'ils soient remplaçants en CDI ou intérimaires,
On a vraiment aujourd'hui des associations employeuses dans le secteur du médico-social qui sont en souffrance parce que elles ont été amenées en permanence à devoir jongler avec un absentéisme forcément en hausse lié aux spécificités du Covid, tout en maintenant une obligation de service, puisque pour l'extrême majorité de ces structures du médico-social, il y a une nécessité de maintien et de continuité de service dans l'accueil des personnes en difficulté. Une petite partie d'entre elles ont pu s'appuyer sur les familles qui ont parfois les moyens de récupérer leurs enfants à domicile et donc étaient amenés à fermer. Mais je rappelle quand même que la grosse majorité de ces structures sont quand même des structures qui accompagnent des personnes en très grande précarité et ou en très grande difficulté médicale et ou sociale. Et donc, il n'y a pas de recours en termes de fermeture. Donc, nos interlocuteurs sont sans arrêt en train de jongler avec des absentéismes et parfois même des gens qui jettent l'éponge parce que trop de pression, trop de difficultés, trop de fatigue. On constate beaucoup de professionnels qui cherchent à se reconvertir. Je rappelle que la durée de vie moyenne d'une professionnelle aide-soignante, alors c'est pas dans notre belle région Aura, mais c'est en Gironde, elle est évaluée à 8 ans. Globalement, une personne qui rentre dans cette activité-là, en moyenne, elle va rester 8 ans dans son métier et elle va changer d'orientation professionnelle. Voilà, ça c'est le premier des constats. Des atermoiements d'ouverture, de fermeture, des difficultés liées aussi à l'utilisation des passes sanitaires et puis une certaine méfiance, voire résistance d'une partie des professionnels du secteur sur les vaccins, donc qui ont retardé parfois ou mis en difficulté parfois les professionnels et les employeurs. Ça, c'est sur les gens qui travaillent en CDI. Pour les remplaçants, alors là, c'est encore plus criant, puisqu'en fait, je rappelle une partie de nos intérimaires remplaçants on va les différencier en 3 catégories. Ceux qui sont en intérim parce qu'ils sont en transition et en recherche d'emploi et en recherche de CDI, et en attendant, ils vont faire des remplacements, et pour eux, c'est un bon moyen que d'intégrer un futur établissement. Des nouveaux salariés qui ont envie d'expérimenter plusieurs typologies d'établissements et qui utilisent l'intérim pour pouvoir se faire la main, je dirais. Voilà, ça c'est une autre partie de notre vivier. Et puis des remplaçants, j'allais dire historiques, qui pour qui, je dirais, le mode de vie du remplacement est un choix personnel, notamment lié à une notion de liberté, une notion voilà. Et pour cette 3e catégorie, là, très clairement, on a des gens qui ont décidé d'arrêter de travailler parce qu'ils ont fait le choix de ne pas se vacciner, parce qu'ils faisaient déjà le choix de ne pas avoir d'employeur définitif et de privilégier leur liberté. Voilà. Donc, on a perdu une petite partie de ces salariés-là. Et puis, l'offre et la demande, c'est concurrentiel aussi, le monde du remplacement. Et donc, la pénurie a accentué aussi les niveaux d'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des remplaçants qui, il y a encore 3-4 ans en arrière, étaient en capacité de faire des déplacements. Alors, je ne vous parle pas du prix de l'essence qui a augmenté, qui en plus vient rajouter des complexités sur des petits salaires et des personnes qui sont parfois un peu en précarité et qui ont eux-mêmes des enfants à garder, qui eux-mêmes sont malades. Enfin, vous voyez, il y a toute cette complexité-là. Mais maintenant, on a des niveaux d'exigence un petit peu plus importants. Je veux bien travailler dans ces établissements-là, mais à condition qu'on me paye le plein d'essence pour aller me rendre au travail, ou alors dans un périmètre raisonnable, donc certaines structures un peu isolées, notamment dans le champ du handicap, puisque c'était historiquement des endroits où les établissements étaient mis à la campagne. C'est compliqué pour recruter parce que personne n'a envie, ou peut-être parfois même personne n'a les moyens financiers de se rendre sur place. Voilà.
Oui. Est-ce que le problème aujourd'hui, si on se disait qu'il y a plus il y a pas de problème financier pour les structures pour embaucher, pour aller chercher du personnel, remplaçant ou pas, est-ce que ça réglerait le souci? Ou est-ce que les remplaçants existent? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'on a suffisamment de personnel formé dans le médico-social aujourd'hui pour répondre aux besoins? Non, non, c'est bien la difficulté et c'est pour ça que je mettais tout à l'heure un petit bémol sur, enfin, en tout cas, une spécificité sur le monde du médico-social. On n'est pas Mm. face à des problématiques financières, hein, et je dirais que les choix, s'ils doivent être opérés dans le médico-social, ils ne se feront pas au détriment de l'humain. Ils se feront au détriment des investissements, ils se feront au détriment, j'allais dire, des projets, mais ils ne se font pas, enfin, je dirais, 99% au détriment de l'humain. On n'est pas face à un problème financier pour payer des salaires, on est face à un problème pour trouver des candidats. Et pas uniquement des candidats remplaçants, je parle même de candidats en CDI et dans toute la ligne hiérarchique. Aujourd'hui, je dirais que vous avez, quand vous côtoyez un peu des structures de managers de transition, vous apprenez que dans l'ensemble des associations, le modèle de management de transition est en train d'exploser parce que vous avez presque 4 cadres sur 10 qui est en arrêt maladie parce que la pression est trop forte et parce que ça devient extrêmement compliqué de gérer des injonctions paradoxales en permanence entre le maintien de la qualité, la sécurité et le fait que malgré toute la bonne volonté, on ne trouve pas de salariés, quoi. François Pamard pose la question sur le chat. Selon vous, comment on a géré les crises, les tensions, les absences, puisque vous parliez d'absentéisme, au sein des établissements médico-sociaux pendant cette période de Covid? C'est toujours moi qui dois Oui, répondre. c'est toujours vous. Alors, je dirais qu'on a géré au mieux avec les moyens à disposition. Ça, par contre, c'est vraiment une caractéristique que je peux retrouver de manière générale. Et je dirais, je tire mon chapeau à l'ensemble des gestionnaires de structures médico-sociales. Ils ont fait avec les moyens du bord et souvent, ils ont réinventé des organisations, des typologies. Il y a une forme de solidarité aussi qui s'est mise en place pour ceux qui ont résisté. Et on a de belles histoires qui sont créées. Il y a eu une réduction de la qualité de l'accompagnement, c'est clair, mais je dirais que dans l'extrême majorité des structures que nous côtoyons, il n'y a pas eu de mise en danger in fine de l'usager ou enfin, de la personne accueillie, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut repérer. Il y a une forme de partenariat, de mutualisation et de solidarité naturelles qui se sont mis en place, et notamment entre structures sur un territoire. Il y a des choses qui se sont créées, qui sont assez intéressantes à valoriser aujourd'hui d'ailleurs. Et la crise Orpea, notamment, puisqu'il en est beaucoup question dans les médias aujourd'hui, est-ce qu'elle elle modifie aussi la façon de laquelle les équipes au sein aujourd'hui du médico-social travaillent, se serrent les coudes, trouvent des solutions peut-être, de nouvelles solutions aussi, selon vous? Moi, je trouve que ce qui est en train de se passer avec Orpea est assez catastrophique parce que, comme d'habitude, à chaque fois qu'on met en exergue un scandale et que, pour des raisons d'audience, on rabâche ces choses-là, on fait partir le bébé avec l'eau du bain. Oui. Je dirais que la problématique aujourd'hui, elle est sans doute liée à un modèle. Encore est-il que, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi autour de ça, parce que soyons très clairs, si Orpea s'est développé et Corian et d'autres se sont développés, c'est bien parce qu'on leur a laissé la place et que je dirais qu'il y a des choix qui ont été faits ou des non-choix qui ont été faits. La problématique qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas de scandale Orpea, on parle du scandale des EHPAD. Et il y a quand même énormément de structures associatives qui sont aujourd'hui non lucratives et qui accompagnent des personnes dans ces situations-là. A contrario, je dirais que ce n'est pas parce qu'on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et à but non lucratif que la qualité d'accompagnement est toujours merveilleusement bonne. Il ne faut pas non plus
imaginez que c'est parce qu'on fait le bien qu'on le fait bien, comme dit l'autre, et Mais que voilà, on a des choses à faire. J'imagine que cette crise a un impact aussi sur le moral des équipes. On parle de l'emploi aujourd'hui, des conditions de travail. Je suppose que le moral des équipes, la façon de laquelle on va au boulot et travailler dans un EHPAD aujourd'hui, même si c'est un EHPAD vertueux, c'est pas la même que même et il ça y a un a impact un mois. aujourd'hui. C'est un impact aujourd'hui, mais ça aura un impact dans les années à venir parce que je peux d'ores et déjà vous garantir que nous allons avoir un trou d'air encore plus important dans les vocations des professionnels à travailler dans ce secteur d'activité-là. On a déjà de grandes difficultés à attirer dans notre secteur d'activité de futurs professionnels et j'allais dire d'aller chercher des compétences et des gens qui rentrent dans notre secteur par choix, parce que peut-être que ce qui est un petit peu différent qu'il y a, enfin moi ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le secteur, hein, c'est ce qui explique mes poils blancs, mais il y a 30 ans, un professionnel rentrait dans le médico-social par choix, par conviction ou par histoire familiale, globalement, hein, géré 8 fois sur 10. Aujourd'hui, une grande partie des professionnels sont dans le secteur médico-social, en tout cas pour les générations, parce que c'est porteur d'emploi. Voilà, parce que on est certain d'avoir un boulot derrière. Si en plus on se retrouve dans une situation où on se fait dénigrer en permanence, ça va être compliqué, sachant que vous avez pu le constater, il y a d'autres secteurs dans l'économie sociale et solidaire qui sont en difficulté pour recruter et qu'il y a des passerelles qui peuvent se faire très naturellement et qui vont, je l'espère, bénéficier de ces gens-là. Mais pour le médico-social, c'est pas forcément un bon signal. Robin Miglioli, pour ce qui est des conditions de travail, de la fierté du travail dans le tourisme social et solidaire, qu'en est-il? Vous nous disiez en introduction tout à l'heure qu'il y a une spécificité dans ce secteur, c'était la saisonnalité. Qu'est-ce qu'elle induit dans le travail comme problématique? La première problématique liée à la saisonnalité est la précarité des contrats de travail qu'on a en capacité de proposer, que les structures peuvent proposer. Vous comprenez évidemment que proposer un contrat de 3 mois, ce qui n'est même pas forcément la norme, et après renvoyer le salarié en recherche d'emploi sur un autre territoire sans lui garantir un logement fixe, ça crée beaucoup de précarité. Alors, il y a des publics qui apprécient ça. Il y a des saisonniers qui sont en recherche de ça. En revanche, ce n'est pas forcément la majorité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme du chômage qui a eu lieu début octobre, qui implique qu'aujourd'hui, pour être indemnisé, il faut au moins 6 mois d'activité sur l'année. Et pour les personnes, les publics saisonniers qui ne travaillent pas 12 mois par an, il y a une sorte d'indemnité qui est au prorata de la durée du travail. Donc, ça crée de fait une impossibilité pour le saisonnier de survivre de cette activité-là s'il n'arrive pas à avoir entre 8 et 10 mois d'activité, ce qui n'est pas la réalité de ce que les structures peuvent proposer. Et ça vous inquiète en quoi? En quoi ça vous inquiète aujourd'hui? Quel impact ça peut avoir sur le fonctionnement des structures du tourisme social et solidaire demain? L'impact, il est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près sur 10% de permanents, 90% de saisonniers sur les centres. On voit bien qu'il y a qu'on reçoit de moins en moins de candidatures, quel que soit le poste et l'emploi qu'on cherche à pourvoir, et que cette carence de candidature, elle fait soit des choix par défaut, soit ce qui s'est passé dans le secteur de la restauration, elle nous implique à dégrader notre offre, à ne pas fermer dans certains villages vacances des restaurants parce qu'on n'est pas en capacité de produire à hauteur de ce qu'on a envie de faire. Donc il y a clairement une inquiétude majeure de notre capacité à trouver des candidats demain. D'un autre côté, vous parlez, Robin, de précarité de l'emploi dans ce secteur-là. Je crois que j'avais noté 40 000 emplois dans le tourisme social et solidaire, et dans ces 40 000 emplois, correspondent à 12 000 équivalents temps plein. Ça dit beaucoup de choses, ce chiffre-là. Est-ce que justement, à la fois la réforme de l'assurance chômage, mais aussi ces 2 années de crise, est-ce qu'elles vont ça ne va pas avoir un impact peut-être
positif sur cette précarité de l'emploi? Non, je pense qu'au contraire, ça va continuer à précariser et à créer un désamour. J'entendais avec beaucoup d'attention le tableau qui était dressé du secteur médico-social. On parlait de 8 ans, si j'ai bonne mémoire, de durée de travail d'une personne dans ce secteur d'activité. Nous, je dirais que ça se compte en saisons et on est plutôt autour de 2 à 3 saisons. Derrière, la crise, elle a clairement créé une crise des vocations. On a des conditions de travail qui, par moments, peuvent être difficiles. C'est l'activité qui induit ça, hein. La restauration, on connaît très bien les problématiques, les coupures, les horaires décalés, le travail le week-end. Donc ça n'a rien à voir avec le Covid. Mais le Covid a permis aux personnes de ne plus travailler pendant 2 ans et de se retrouver dans un cadre de vie qui est différent, d'avoir un autre confort de vie et remettre le pied à l'étrier, se retrouver à nouveau en situation de travail, elle est très compliquée. C'est très compliqué pour beaucoup. Un autre élément, il va concerner la reprise de l'activité qui est encore tout à fait partielle. Et aujourd'hui, on est face à des phénomènes d'ultra late booking, donc de réservation très tardive. Et du coup, ça implique pour les centres de constituer des équipes de manière très tardive. La saison d'hiver, encore en décembre, avec l'arrivée du variant Omicron, on ne savait pas si les stations de ski allaient ouvrir, on ne savait pas quelles allaient être les contraintes du pass sanitaire, et beaucoup de structures se sont retrouvées à recruter le 15 décembre pour lancer l'activité la semaine de Nouvel An. Donc vous comprenez bien que dans ces situations, ça ajoute encore plus de précarité. J'en parlais pour donner un exemple avec un centre de vacances qui accueille des classes de découverte en Haute-Loire, dans le 43. Ce centre de vacances me disait, on a tous les salariés qui sont sur place, ils n'ont pas de contrat de travail et on ne les contractualise que si le bus arrive réellement. On sait bien qu'il y a une classe de découverte sur 2 qui est annulée à la dernière minute parce qu'il y a un cluster qui est finalement constaté dans l'école. Donc vous voyez bien le niveau de précarité. Je pose la question à la structure de dire mais les salariés ne reviendront pas. Imaginez le niveau de précarité qui est créé. Le salarié ne sait pas le matin même s'il aura un contrat de travail et une activité pour la semaine qui vient. Sauf que la structure répond pour les questions de trésorerie qu'on a évoquées en début d'échange. La structure n'est pas en capacité de proposer mieux. Donc c'est une génération de salariés, je dirais, sacrifiés, qui au moment de la reprise nécessitera d'être reconduits et ça conduira de toute façon à une crise des vocations. C'est assez spécifique ça du secteur du tourisme, hein. Vous le disiez, Robin, 90% de contrats saisonniers dans ce secteur-là. De façon générale, dans les associations, je me tourne vers vous, Amélie Perrard, le chômage partiel, il a quand même sauvé un certain nombre d'emplois. En tout cas, il aide le fonctionnement aujourd'hui des associations. Où est-ce qu'on en est du chômage partiel aujourd'hui? Est-ce qu'il a été utilisé de façon assez homogène dans les différents secteurs d'activité? Alors oui, je pense que l'exemple que traduit Robin, c'est d'abord pour introduire ce propos, c'est le fait que les associations sont vraiment en demande du maintien de cette mesure, encore aujourd'hui, hein, et il y a 1 an, mais encore aujourd'hui, il y a vraiment une demande des associations pour dire c'est une des mesures financières qui peut nous permettre de voir l'avenir et de voir plus loin. Donc on demande vraiment, les associations, on se souhaite que le chômage partiel puisse être le plus prolongé possible dans le temps. Pour donner quelques chiffres, en avril 2021, c'était encore 33% des associations interrogées par l'enquête qui disaient avoir un chômage partiel à 100%. C'était 46 1 an avant, donc il y a quand même eu une évolution, mais 33% des associations employeuses qui sont à 100% de chômage partiel, c'est quand même beaucoup. Il y a 31% à peu près l'équivalent qui avait moins de 20 salariés, moins de 20% des salariés en chômage partiel. Donc c'est équivalent. Donc on voit que c'est quand même assez réparti. En effet, il y a des associations employeuses qui utilisaient tout ou partie de ce chômage partiel. Et puis pour également mesurer ces propos, et je ne sais pas si on va y venir maintenant, mais il y a le télétravail qui a été fortement utilisé également pour faire face à la crise.
Oui. On va peut-être voir justement, vous aviez préparé un graphique, une présentation, mais je reviens quand même sur les chiffres que vous venez de nous donner, c'est important. 33% en avril 2021, hein, C'est ça. 33% des associations, des salariés des associations sont en chômage partiel, c'est ça? Oui, voilà. Donc, sur le graphique là, sur le tableau que vous pouvez voir à l'écran, c'est bien les chiffres indiqués. En effet, On va le c'est voir. 100%, voilà, 100% du salariat des associations employeuses, donc qui sont en chômage, enfin, qui sont 33% qui sont en chômage partiel total. Total. Et c'est quand même encore aujourd'hui, hein, donc ça dit bien aussi de la situation. Vous vouliez nous parler du retour accéléré au travail et notamment de ce lien qu'on fait aujourd'hui dans les associations entre le télétravail et le travail. Est-ce que les associations sont friandes et consommatrices de télétravail? Ah oui, tout à fait. En effet, les associations, comme les autres types de structures, ont dû s'adapter aux effets de la crise. Et il y a eu donc notamment ce recours au télétravail. Après, ça a été mesuré puisqu'on le voit, il y a un an, donc c'est 64% quand même des associations employeuses, des salariés dans les associations qui sont revenus en présentiel, tout ou partie en présentiel, hein, c'est-à-dire pas sur l'ensemble de la semaine, mais il y a quand même 64% des associations qui étaient revenues à ce présentiel et 61% qui continuaient d'utiliser les formes de télétravail. Donc, c'est des chiffres importants et ça montre une nécessité d'accompagnement et une nécessité d'adaptation, encore une fois, du mode de travail et notamment pour tout ce qui est le matériel, les moyens, puisque en avril 2020, quand la crise a commencé, c'était l'urgence, mais il y a des mesures qui doivent aussi être pérennisées. Donc, c'est une vraie volonté dans le secteur associatif de pérenniser ces formes de télétravail, tout ou partie. Mais il y a justement un besoin constant d'adapter ces modalités et de faire en sorte que le salarié puisse vivre bien ces conditions-là, puisque c'est pas toujours le cas. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagnement, autant moral, mais aussi au niveau matériel. Donc, on le voit, hein, c'est quand même un chiffre marquant, je trouve, 64% des associations qui ont quand même fait le choix du retour en présentiel, avec une partie en télétravail, mais il y a quand même une volonté de retour en présentiel. Oui, mais 64%, ça veut aussi dire que 36% sont encore en télétravail. Moi, je me pose quand même une question, c'est comment les équipes dans les assos, et on sait que les missions associatives, ce sont souvent des missions d'insertion, ce sont des missions de contact, ce sont des missions qui nécessitent souvent l'échange, de prendre le temps d'être présent. Comment les équipes l'ont vécu cette période et la vivent encore d'ailleurs, cette période à distance. Je crois qu'il y avait une question sur le chat d'ailleurs sur ce sujet, je vais la retrouver. Quelles leçons on peut tirer de l'absence de liens sociaux et bon, particulièrement dans les EHPAD, c'est ce que nous précisent les foyers de vie, mais je suppose que dans les associations aussi, c'est le cas. Comment c'est vécu finalement cette situation? Est-ce que c'est durable? Non, en effet, je pense que c'est une des inquiétudes que je nommais au début, ça note cette lassitude dans les associations de s'adapter. Après 2 ans, on est vraiment lassé des différentes périodes de la crise. Et pour le dire autrement, on en a marre et c'est difficile. Et cette enquête, un an après le début du Covid, le traduisait bien. Le moral est en baisse, ce qui est valable pour les bénévoles, aussi pour les salariés. Mais il y a quand même toujours cette volonté d'adapter et je crois que le distanciel et le numérique ont beaucoup aidé et il y a vraiment un accompagnement majeur à apporter auprès des associations, c'est vraiment les accompagner à adapter leurs activités dans la transition numérique pour vivre justement au mieux cette nouvelle réalité. On sait qu'on pourra continuer à utiliser ces nouvelles méthodes, mais aussi d'une manière hybride, pas constamment. Les associations, d'une manière générale, ont réussi à maintenir notamment tout ce qui est
par exemple, pour le dire, les instances ont réussi à se maintenir, les assemblées générales ont pu se faire en distanciel, il y a eu beaucoup quand même d'adaptations possibles, mais c'est vrai que le chiffre majeur, c'est que le moral est en baisse et il va falloir quand même à un moment, pour remobiliser des personnes, pour remobiliser l'humain, il va falloir quand même proposer des rencontres, des solutions qui va à la rencontre de l'humain. Donc, il y a un vrai, je pense qu'il y a un vrai besoin d'intégrer le numérique et d'intégrer ces nouvelles méthodes de travail dans notre quotidien, salariés ou bénévoles, mais il y a quand même aussi besoin d'un espoir qu'on arrive à se retrouver. Et ce numérique, Amélie Perrard, vous nous avez dit ça a quand même beaucoup aidé les associations, mais dans quoi? Dans le lien avec les bénéficiaires, donc dans le travail sur leurs actions, ou dans le lien avec leurs bénévoles. Donc là, on est sur un fonctionnement un peu plus interne. J'ai l'impression quand même que les associations en télétravail ont dû annuler beaucoup de leurs actions, qui étaient plutôt des actions en présentiel. Souvent, c'est sur le terrain. On organise des ateliers, Bon, il y a des associations sportives notamment, mais pas uniquement. Je pense dans le secteur de la solidarité. Tout ça, je suis pas sûre que ça ait vraiment facilité. Est-ce que ça a facilité en revanche la relation avec les bénévoles? Alors, d'une manière mesurée, hein, par rapport aux activités, depuis 2 ans, beaucoup de choses se sont imaginées. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de formations et d'ateliers en distanciel, possibles en distanciel, ce qu'on n'aurait pas imaginé, en effet, il y a 2 ans. Mais les associations ont su s'adapter et savent utiliser les moyens qui leur sont proposés, qu'elles peuvent développer en interne. Des formations en distanciel. Aujourd'hui, le séminaire qu'on vit ensemble est possible grâce à la visio, et c'est des outils qui sont vraiment Oui, mais quand on intervient auprès des sans-abri, quand on intervient sur des problématiques de solidarité, ça devient impossible. En tout cas, c'est sûr que sur des activités qui sont vraiment liées au service et au présentiel, les associations ont pu s'adapter avec une adaptation des locaux. Il y a eu quand même pas mal de mesures avec le temps qui se sont mis en place au niveau des locaux, au niveau des mesures sanitaires, et d'où ce qui a également fait augmenter le coût des frais des associations. Donc, elles ont imaginé une nouvelle manière de rendre service et d'être au plus près des bénéficiaires, avec une réduction du nombre qu'on peut accueillir dans les locaux, une adaptation constante. On en a parlé. Une période sacrément difficile, j'imagine, pour eux. Le lien avec les bénévoles, est-ce que le bénévolat a chuté, comme on le pense, depuis ces 2 dernières années? Oui, tout à fait. L'enquête le montre bien, le bénévolat a chuté, et c'est bien la première inquiétude maintenant des associations. Donc, il y a un besoin de remobiliser, puisque certains des bénévoles les plus anciens, justement, qui ne peuvent pas forcément avoir accès à des modalités en distanciel, ont coupé vraiment ce lien avec les associations. Les plus jeunes ont des difficultés à rejoindre les associations sous ce nouveau format également. Donc, il y a vraiment un bénévolat en chute libre, et c'est d'où la mission notamment des têtes de réseau et du mouvement associatif de redonner goût au bénévolat et de redonner goût aux personnes de rejoindre ces associations qui sont une vraie force vive de la société aujourd'hui. Donc, c'est la préoccupation première des associations aujourd'hui. François Pamard, qui est très actif sur le chat aujourd'hui, et on l'en remercie. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On est encore ensemble pendant 5-6 minutes. Nous pose la question, et vous pose la question: la crise a-t-elle fragilisé les gouvernances? Puisqu'on parle de bénévoles, Amélie Perrard, mais je voudrais aussi me tourner vers Thomas Beaune sur ce sujet-là. C'est vrai que les gouvernances, et notamment des associations aujourd'hui, sont bénévoles. Souvent, cet engagement, et les bénévoles sont de moins en moins nombreux. Est-ce que les gouvernances sont fragilitées? Est-ce que ça change quelque chose dans le fonctionnement même des structures aujourd'hui? Amélie. Oui.
Oui, 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 tout à fait. Ça a remis en question beaucoup de choses. Gouvernance qui inclut plus largement dans la réflexion du projet associatif, puisque la crise a mis ça en exergue, c'est le besoin de réadapter son projet associatif et d'adapter son modèle de gouvernance pour mieux répondre. Thomas Bonne le disait, mais dans le secteur du sanitaire et social, il y a des dirigeants qui s'en vont, qui sont vraiment sous une forme de pression trop forte et donc qui quittent ce secteur-là. Et donc, il y a un besoin de renouveler. Donc déjà, ce besoin de renouveler les dirigeants devient constant et devient un peu compliqué. Il y a une vraie évolution dans les directions au sein des associations, et notamment sanitaires et sociales, mais plus largement. Et puis, la crise du bénévolat, comme on le disait juste auparavant, a justement pour conséquence d'avoir moins de personnes volontaires pour faire partie des associations et pour prendre part et c'est à la peut-être, ça donne. Est-ce qu'il y a comme conséquence la professionnalisation finalement des structures, des associations, pour que les missions qui sont habituellement assurées bénévolement par les gouvernances soient prises en charge, assurées, assumées par les salariés? Thomas, peut-être Robin aussi voudra dire un mot sur ce sujet-là. Et puis après, je voudrais quand même qu'on dise un mot peut-être sur la parité, l'égalité homme-femme rapidement dans l'ESS et sur la formation aussi, les besoins de formation. Je vous écoute tous les deux. Sur la dimension sur l'impact de la situation sur la gouvernance dans le secteur médico-social, je reprécise bien, je recentre, et peut-être aussi pour apporter un éclairage un tout petit peu différent par rapport à la dimension globale, le médico-social tel qu'il est pratiqué dans les établissements que nous accompagnons ne peut pas se permettre de faire de la visio ou de la vidéo accompagnement, puisque je rappelle, leur mission, c'est d'intervenir auprès des personnes ou en difficulté, handicapées, en précarité ou voilà. Donc, je dirais que les quelques personnes qui ont été mises en situation de télétravail dans ce secteur d'activité-là sont toutes les fonctions support administratifs, mais il est très difficile de faire de l'accompagnement du quotidien pour un AES ou un éducateur spécialisé en visio. Par contre, il y a eu relation bénévole. Voilà. Par contre, sur la relation bénévole, effectivement, il y a eu la mise en place beaucoup d'outils numériques, beaucoup de réunions à distance, avec toute la complexité qu'il peut y avoir liée à, la méconnaissance de ce type d'outils pour certains bénévoles du secteur, sachant qu'on a quand même une moyenne d'âge pour les bénévoles de ces associations-là qui est quand même relativement élevée. Je crois qu'on est à plus de 70 ans de moyenne d'âge sur cette typologie de bénévoles. La crise des vocations du bénévolat et donc ce que nous on appelle la gouvernance, puisque je rappelle qu'il y a deux instances qui organisent le secteur, c'est le secteur politique et le responsable légal qui est la gouvernance, donc les bénévoles, et puis après les fonctions support et techniques qui sont la dirigeance, si on doit le dire comme ça, c'est-à-dire les directions et tout leur staff. Sur la partie gouvernance, c'est une crise qui est entamée depuis longtemps. On a une forme de répétition, voire de consanguinité dans le monde associatif, parce que finalement, les bénévoles qui sont déjà en crise de longtemps se repassent les mandats les uns les autres. Tu es secrétaire de mon association, en échange de quoi je suis trésorier de la tienne, et tu seras président de la troisième. Donc, il y a une forme parfois de petits groupes de bénévoles actifs et puis avec toutes les. Mais ça veut aussi dire que quand un s'en va, ça a un généralement impact ça énorme. déstabilise beaucoup. Ouais. La difficulté que ça induit aujourd'hui et le risque à court terme, il est une massification et des regroupements forcés liés à des crises de gouvernance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faute de combattants, ces petites structures sont absorbées par des plus grosses. Donc, on a à ce moment-là une perte de ces particularismes au profit d'un modèle de gestion globalisé et avec un risque à moyen terme qui absorbe petit à petit toutes celles qui n'ont plus les moyens, non pas uniquement financiers, mais souvent les moyens humains de continuer à vivre. Et puis, avec une perte de spécificité, une perte d'implantation territoriale au profit d'une massification nationale. Ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels
on cherche à intervenir avec le réseau et Apogée et avec Coréa aujourd'hui pour aider justement ces petites structures à se maintenir en vie et à rester des structures intermédiaires nécessaires au dynamisme local et national. Voilà. Et il faut quoi? Il faut professionnaliser les fonctions, et notamment les fonctions support. Il faut mieux former, il faut travailler sur le contenu des formations aujourd'hui. Il faut aider les professionnels et les bénévoles à ne se concentrer que sur leur cœur de métier, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne, et les soulager de tout ce qui est technicité connexe. Et c'est d'ailleurs la mission du groupe, excusez-moi, du réseau, mais on peut parler de groupe aussi Apogée, c'est-à-dire que notre ambition, c'est d'apporter effectivement tous les outils, tous les moyens qui permettent de libérer du temps et de l'énergie aux professionnels et aux bénévoles de ces associations, au bénéfice pour les bénévoles du projet politique et du projet de leur association et de la vie de leur association, et pour les techniciens, s'occuper des personnes en bout de chaîne qui sont les usagers. Une réaction rapide, là, Robin Miglioli, sur ce sujet-là, de l'engagement des gouvernances aujourd'hui, 2 ans après le début de cette crise Covid. On ressent très clairement une baisse de l'engagement des gouvernances. La raison, elle est simple, c'est que le tourisme, c'est le savoir accueillir, l'envie d'accueillir, l'envie de partager, de donner, de faire vivre une expérience. Et le Covid a impliqué l'arrêt de ça. Donc, du côté des gouvernances, la dématérialisation des conseils d'administration, des assemblées générales, se recentre uniquement dans des projets qui sont d'ordre administratif et statutaire, et ben forcément, ça crée un désengagement de plus en plus marqué. L'ensemble des projets innovants qu'on peut avoir n'existe plus. Et c'est vrai que se retrouver dans une assemblée générale, il y a aussi ce côté convivial, on se retrouve tous autour d'une cause commune. Et là, ces 2 dernières années, c'est des choses qui existent de moins en moins. Et on le ressent, on y travaille, mais malheureusement, les activités et le secteur qui est encore très pénalisé par la crise fait que les chantiers sont ailleurs, et c'est potentiellement un risque majeur pour les gouvernances des associations du tourisme social. Et merci pour ce témoignage. Et pour terminer cette table ronde, puisqu'on est au bout de notre temps, je voudrais donner la parole à Lorraine Pastiot pour quelques chiffres sur quand même l'égalité femmes-hommes dans le secteur de l'ESS. Au moins que vous ayez ces chiffres-là en tête, Lorraine, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelle est la situation de la place des femmes aujourd'hui? Est-ce que le Covid a changé quelque chose également? C'est peut-être la question que je voudrais vous poser. Alors, dans l'économie sociale et solidaire, en fait, il y a 68% des salariés qui sont des femmes. Donc, c'est vraiment une économie non mixte. Par exemple, hors ESS, elles ne sont que 40%. Donc, voilà, chez nous, dans l'ESS, elles sont vraiment majoritaires. Et donc, elles ont été touchées et plus impactées par le Covid que les hommes parce qu'en fait, elles travaillent dans les secteurs d'activité qui ont été les plus touchés, et donc tout ce qui est action sociale et médico-sociale. Donc, elles ont été plus impactées, ça c'est sûr. 68% de femmes dans l'ESS aujourd'hui, c'est beaucoup par rapport aux autres, je me rends pas compte, aux autres secteurs, le privé notamment, hors ESS, le public. Donc le privé, donc on est à 40% de femmes, et le public 63%. Donc là, ça se rejoint un petit peu. Un petit peu, très bien. Je pense qu'on va pouvoir voir peut-être la slide que vous aviez préparée, quelques informations dans les différents secteurs de l'ESS. Juste dernière question. Voilà, on le voit bien ici les chiffres. Donc hommes, femmes, 32% dans le public, 53% privé hors ESS, 15% de l'ESS. Ça, c'est la part des femmes finalement dans l'emploi. De façon générale, je voudrais juste qu'on passe à la figure 5, la part des femmes et des hommes par catégorie dans l'ESS. C'est intéressant ça aussi.
Et oui, la répartition est différente en fonction des catégories juridiques. Et donc, on retrouve essentiellement les femmes dans les fondations, les associations et les mutuelles, donc ce qu'on appelle plus dans les métiers du care, donc le fait de prendre soin de l'autre. Et on les retrouve forcément beaucoup moins dans les coopératives, qui sont sur des secteurs d'activité, on va dire, plus masculins aujourd'hui. Robin Miglioli, les femmes dans le secteur du tourisme? C'est très aléatoire d'un secteur à l'autre et d'une activité à l'autre. C'est vrai que quand on va dans le milieu du handicap, c'est des milieux qui sont très féminins. Je n'ai pas forcément de chiffres précis à vous donner. Quand on va dans le milieu sportif, c'est des milieux qui sont plutôt très masculins. Et globalement, je pense qu'on n'est pas loin de la parité si on prend l'ensemble du tourisme social et solidaire, mais quand on regarde à la loupe, c'est très segmenté et d'une activité à l'autre, on a des données très, très différentes. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On a, je pense, fait un tour finalement de l'état des lieux de l'ESS et notamment de l'emploi dans l'ESS. On aurait pu en parler évidemment pendant des heures encore, mais je voudrais vous laisser un peu de temps pour faire une pause. Vous allez être en pause jusqu'à 11h et puis après 11h, les équipes du siège d'Apogée reprendront la main pour vous parler des actualités, je crois, d'Apogée, le bilan notamment des 3 projets Coréa. Thomas Beaune, c'est vous qui allez intervenir pour présenter justement le Coréa, Darius Mobilité également et Affilia. Voilà de ce que je peux vous dire de la suite de ce programme. J'espère que cette table ronde vous aura permis d'en savoir un plus sur le quotidien des structures que vous rencontrez tout au long de l'année. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la hausse de l'énergie, notamment des prix de l'énergie. J'invite peut-être le reste de la journée à vous apporter des réponses sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous.